Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve comme la tradition le veut chez Dunk Hebdo après la trade deadline pour un power ranking. Cette semaine, on commence par la conférence Ouest. On va donc se projeter vers les playoffs. Et c'est moi qui présente, mais il est quand même là. Adrien, notre présentateur habituel. Malheureusement, on parlera pas de tes Bulls cette semaine, mais il se classe très très bien. On en parlera la semaine prochaine. Comment ça va, Adrien ? Bah ça va très bien, comme tu l'as dit, malgré les blessures, tout ça, c'est très bien passé. On arrive All-Star Break en tête, égalité avec le Heat, donc tout va bien, tout va bien. Tout va bien aussi pour lui. Il arbore fièrement un maillot des Grizzlies. On fait le podcast depuis 2016, Tom. C'est pas l'année où les Grizzlies sont le plus haut depuis qu'on fait le podcast ? Je crois. Hein. Oui, je pense que oui, puisque qu'on a commencé, on était sur la pente plutôt descendante. Puisque les Warriors, on a commencé avec la fameuse signature de KD chez les Warriors en 73-9, et du coup ils venaient de battre, ces Warriors-là avaient du coup récupéré le record sur grâce à une victoire face aux Grizzlies. Donc, Tom, on parlera des Grizzlies pour cette présentation de ce qui est une fausse preview des playoffs. En tout cas, on va vous le présenter par la suite. Et les gars, je vais commencer tout de suite. Avant de terminer cette intro par une question qui va un peu animer notre débat, une question parallèle, un des fils rouges. On a vécu une trade deadline prenante. Il y a eu énormément de mouvements, des gros blockbuster trades, notamment à l'Est, un petit peu moins à l'Ouest, on va pas se cacher. Je entendais ça de la part notamment de Seth Partnow, qui travaille pour The Athletic. Est-ce que on rebat les cartes ? Est-ce que ce qui s'est passé depuis la mi-octobre, lui défend la thèse selon laquelle on doit tout balancer et en gros toutes les cartes sont rebattues et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, ça va être quasiment une toute nouvelle NBA. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense qu'à l'Est, oui. À l'Ouest, un peu moins, puisqu'il n'y a pas eu de gros mouvements d'ampleur dans la conférence Ouest quand tu compares à ce qui s'est passé dans l'Ouest. Les mouvements qu'il y a eu dans la conférence Ouest, ils ont plus été en bas, entre guillemets, de la ligue. Et ce qui a plus surpris, c'est le non-mouvement de certaines équipes qui étaient en difficulté. Et quand tu regardes même le haut de la conférence, les mouvements qu'ils ont eu, quand tu regardes par exemple, tu prends les Suns, tu prends les Warriors, voire Memphis, c'est des équipes qui ont quasiment pas bougé, ou sinon ils ont touché très très peu à leur rotation. Et ces équipes-là, elles attendent juste de rester en santé, puisque ce sont de très bonnes équipes. Et puis, c'est vrai que on est tenté de se dire que la vérité, généralement, elle s'écrit plus en décembre. Enfin, ce que tu vois en décembre, janvier est plus représentatif que ce que tu vois en fin de saison. Donc, du coup, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de tout jeter et de reprendre uniquement ce qui se passe après la fin de saison, parce que c'est là que tu as du tanking, tu as des joueurs qui jouent pas et tout ça. Après, peut-être que le fait d'avoir le play-in, ça peut changer la donne et rendre ça un petit peu plus réel, entre guillemets. Ouais, je suis assez d'accord avec Tom. C'est vrai que c'est tentant de vouloir tout balancer quand on est commentateur de ce qui se passe en NBA, mais c'est vrai qu'à l'Ouest, à part les Mavs quand même qui ont fait un transfert qui change quand même un petit peu la donne, même si on pourra en reparler dans le jeu, on verra ce que ça donne. Mais du côté de l'Ouest, c'est relativement calme. À l'Est, voilà, c'est tentant parce qu'on a, on en reparlera probablement la semaine prochaine, on a des équipes théoriques qui ont émergé une nouvelle fois avec des théories qui c'est vrai, sont alléchantes. Que ce soit les Nets ou les Sixers, selon si on est fan ou pas, mais en tout cas, il y a des choses, potentiellement peut avoir de très belles choses qui rebattent certaines cartes, mais dans l'absolu, il y a quand même des certitudes, je pense, qui restent sur ce début de saison. On a vu qui était solide et qui l'est moins. Ok, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que pour l'Ouest, c'est la prime à la continuité. On va y revenir, mais c'est très important, notamment tout en haut. Comme d'habitude, l'intro est un peu plus longue que d'habitude, donc on va accélérer là. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec nos CM Antoine et Gabin sur les plateformes où vous écoutez notre podcast et aussi également sur YouTube. On s'approche tranquillement mais sûrement des 1000 abonnés. Ça peut être fait d'ici au playoff. Il nous reste playoff mi-avril. Il nous reste 6 semaines, ça peut le faire. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes ces plateformes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler de la conférence Ouest. Pour les habitués, vous le savez, on a l'habitude bien souvent de faire un power ranking après la trade deadline et de remonter de 15 à 1. Mais Adrien, fidèle à l'école de pensée Dunk Hebdo, m'a dit, nous a dit même d'ailleurs, non, cette année on va faire un petit peu différemment. Donc, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Adrien, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la manière dont on va fonctionner aujourd'hui avant de rentrer dans le vif du sujet ?
On va quand même garder l'esprit de constater les forces en présence à la mi-saison forcément, mais pour changer un peu d'habitude, de faire une liste qui en plus parfois, comme l'a dit Tom, à ce moment-là de la saison, ça peut évoluer en fonction de si on considère plus le début de saison avec de l'importance ou la suite. Se projeter un peu, commencer à faire un espèce de, comme les périodes de bac blanc ou de choses comme ça, faire un play-off blanc. Voilà. On a évalué un peu, on a demandé à toute l'équipe de noter les équipes. Alors effectivement, il y a un power ranking. On en parlera entre nous avec des chiffres, mais ensuite d'essayer de se projeter sur les match-ups que ça pourrait donner, selon nous, si on s'en tient à notre power ranking, et se projeter en play-off par rapport aux forces en présence, aux trades qui ont eu lieu éventuellement, à ce qu'on a vu. En tout cas, là, à cette mi-saison au All-Star Break. Exactement. C'est très bien résumé. C'est un peu l'épreuve des bacs blancs. Je commence à être vieux, moi. Ça fait bien longtemps que c'est passé, mais on se rapproche un peu de cette époque-là. Donc, on va commencer. On va vous présenter. On va d'abord commencer par le play-in. Pourquoi par le play-in et par le premier match-up 9-10? Parce que autant on est plus ou moins d'accord sur l'identité de l'équipe qui doit être 9, vous verrez, il y a un peu des groupes de niveau qui se séparent. Alors pour ce qui est de la 10e place, Adrien et Tom, c'est un peu le Far West, pour être honnête. C'est-à-dire que ce sont les Kings qui se placent finalement chez nous 10e, mais on a aussi les Spurs qui sont pas loin, les Pelicans qui sont pas loin, les Blazers qui sont pas loin. Qu'est-ce qui fait, selon vous, peut-être que les Kings passe un peu devant? Je vais commencer par toi, Tom. Tiens. Alors moi, je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé mon power ranking, je me suis dit, les playoffs commencent demain. Quelles sont les équipes pour toi qui seraient les meilleures en faisant abstraction, entre guillemets, du classement? Donc c'est pour ça que les Kings, qui sont aujourd'hui, ils sont, je crois, 12e ou 13e, ils passent devant, pour moi, les Blazers, ils passent devant les Pelicans, et ils passent aussi devant les Spurs. Puisque les Pelicans, entre guillemets, ils ont essayé de faire de l'acquisition, mais je trouve que l'équipe, entre guillemets, des Kings fait beaucoup plus sens que cette équipe-là. Donc du coup, je les mets entre guillemets favoris pour la 10e place, même si aujourd'hui, entre guillemets, dans le classement réel, ils sont plus loin. C'est intéressant. Tom a parlé de la manière dont il a construit le classement. Adrien, je vais revenir vers toi. Comment tu l'as fait? Je crois qu'on a eu la même idée, toi et moi. C'est là où Tom se différencie un petit peu. Forcément, ce qu'a dit Tom sur si on devait faire les playoffs, ça rendre un petit peu en compte. Mais c'est vrai que dans la pondération, chez moi, c'est peut-être passé un peu derrière. Et j'ai essayé de me projeter quand même sur cette deuxième partie de saison. Et là, on parle des équipes, et Tom l'a très bien dit, notamment des Kings et des Pelicans, qui sont les deux mieux placés, en tout cas chez nous, pour aller chercher cette dernière place en play-in, qui ont fait des ajustements pour la fin de saison. Donc, est-ce que ça va les amener à rattraper leur retard, entre guillemets, qui pour l'instant est sur les Blazers, qui sont à la 10e place, mais il y a maximum avec les Kings, il y a quoi, 4 matchs, 4 matchs. Donc voilà, je me suis projeté là-dessus, et c'est vrai que les Kings, ces derniers temps, avec l'ajout de Sabonis à la trade deadline, je vous invite à revoir le podcast sur la trade deadline pour voir tout ce qu'on en pense, mais cet ajout-là est plutôt alléchant, ça marche plutôt bien, ça a redynamisé Harrison Barnes d'une certaine façon, et j'ai l'impression que sur une saison régulière, pour aller chercher ces dernières places, je leur fais plus confiance, en tout cas, que le reste des équipes qui ont été citées, même si ils vont pas démériter, notamment les Pelicans. C'est une équipe qui a été aussi un peu construite dans cet objectif-là. On le dit souvent, le play-in sert un peu une équipe comme les Kings, qui a connu une disette vis-à-vis des playoffs. Je rejoins un peu Adrien. Moi, j'ai un peu construit mon classement. C'est un peu différent à l'Est, parce que l'Est, c'est autre chose. à l'Ouest, je l'ai un peu construit en pensant, en gros, comment va se terminer la saison régulière, hypothétiquement, ce qui va amener de vrais match-up pour la suite. Quelque chose d'autre à dire, les gars, sur cette course à la 10e place, où on entame direct nos match-up théoriques? Je trouve que c'est assez intéressant de voir entre guillemets que par exemple les équipes qui ont déconstruit, qui sont enfin du moins qui ont transféré des vétérans, sont quand même sur des derniers matchs plutôt positifs. Tu vois, qu'on passe par exemple à Portland, voire même aux Spurs, qui ont transféré des titulaires. Là où par exemple les Pelicans ont un petit peu plus de mal. Alors oui, ils ont pris Luka Doncic. En ce moment, c'est bon pour personne. Et puis les Kings ont bien débuté, mais ils se sont pris, ils ont été un petit peu déçus. Ils sont sur deux défaites, notamment une face à la G-Squad entre guillemets des Nets. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre en fait que les équipes qui ont déconstruit aujourd'hui sont bien plus haut placées que les équipes qui ont essayé de se renforcer à la trade deadline. Sachant qu'en plus les Blazers, c'est vrai que le petit détail, c'est on verra, mais là pour l'instant on a Fernie Simmons qui prend un relais assez inespéré pour les Blazers, et la question du retour de Damian Lillard éventuel,
Voilà, c'est vrai que c'est un des facteurs où c'est difficile de se projeter. Évidemment. Notre première question de retour, parce que vous allez voir qu'il va être souvent question de retour à l'Ouest. On peut donc enchaîner, et là on a notre premier match-up théorique. Donc, on a d'un côté ces Kings et de l'autre, roulement de tambour, les Lakers. À l'exception d'Alan, personne les voit se qualifier dans le top 8. Oui, elle est bien passée la hype. Enfin non, il y avait jamais trop eu de hype de notre côté de pré-saison. Alors messieurs, les Lakers, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent sur un play-in, les Lakers, l'expérience de LeBron James, Anthony Davis qui peut-être peut revenir, ça peut être très dangereux. Et il y en a d'autres, je pense, qui ont d'ores et déjà tiré un trait sur cette saison des Lakers. On se situe de notre côté. Est-ce qu'on pense que les Lakers sont vraiment trop justes que peuvent même pas accéder aux playoffs via le play-in? Je pense que les Lakers, la problématique aujourd'hui, alors oui, on a l'adage, le fameux adage LeBron James, mais le truc c'est que LeBron James, vu son âge, on n'est même pas sûr qu'il arrive lui aussi en santé en playoff. Il a déjà manqué des matchs au début de saison, et on sait que si une petite blessure lui arrivait sur la fin de saison, ça lui prendrait certainement un petit peu plus de temps pour revenir entre guillemets à son niveau. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier notamment. Donc je pense que c'est une équipe qui peut aller jouer le play-in, mais je trouve que après, si tu commences ton parcours de post-season par le play-in, ton chemin est tellement difficile pour espérer beaucoup plus que ça, que voilà, moi j'ai vraiment de gros doutes sur ces Lakers là. Par exemple, si même s'ils gagnaient le premier match, je les vois pas gagner le deuxième match du play-in entre guillemets en tout cas. Vu comment il est constitué dans nos brackets, donc du coup je pense qu'il manquerait les playoffs. Aïe aïe aïe. Ouais. Vas-y Adrien. Tom a souligné quelque chose d'important. C'est vrai que tout tourne un peu autour de la question LeBron James maintenant finalement. On est un peu passé après la question du Big Three, de l'intégration de Westbrook. Je pense que le constat pour tout le monde est celui d'un échec. Difficile d'espérer un miracle d'adaptation sur cette fin de saison et pour les play-in. Le truc, c'est que LeBron James, comme l'a dit Tom une nouvelle fois, là on lui en demande beaucoup en plus, sachant qu'il y a la nouvelle blessure d'Anthony Davis, donc on en rajoute. Donc il est obligé de jouer pivot, il est obligé de jouer beaucoup de minutes en saison régulière. Et l'idée à la base, et ça on était nous plutôt d'accord avec, en tout cas la théorie, de faire venir Russell Westbrook, c'était aussi pour soulager LeBron James un petit peu et Anthony Davis dans une moindre mesure durant ta saison régulière. Donc même là-dessus, c'est un échec. Donc effectivement, tu risques d'arriver assez essoufflé. Après, pour la question de ce match-up de play-in face aux Kings, je pense j'ai quand même envie de pencher encore une fois pour les Lakers. Mais c'est vrai qu'à la longue, je pense qu'on va arrêter leur parcours assez vite. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Mais pour les Kings, je pense que ça pourrait jouer parce que les Kings aussi doivent faire un run là. Et même s'ils sont plus jeunes, je ne sais pas s'ils arriveraient quand même à bouger ces Lakers qui, théoriquement, pourraient être en santé, en tout cas au moins pour le premier tour. C'est vrai qu'il faut aussi expliquer que dans notre power ranking, il y a une espèce de cassure entre le groupe dont on a parlé, Kings, etc., et ces Lakers qui sont un petit peu plus proches des deux autres équipes dont on va parler dans le play-in. Je suis assez d'accord avec vous. La saison est compliquée du côté des Lakers. On en demande beaucoup à LeBron James. Anthony Davis est une nouvelle fois malheureusement absent. La greffe, Westbrook n'a pas pris. Tous les constats sont faits. N'empêche, sur un play-in, un match coup près qui, dans notre scénario, se joue à Los Angeles en plus. Oui, clairement. Je donnerai l'avantage aux Lakers. Par contre, si on bascule, c'est là où nos auditeurs doivent être très, très attentifs pour suivre le cheminement qu'il y a derrière ce podcast. On a un autre match-up au premier tour du play-in cette fois-ci, mais entre le 7 et le 8, qui opposerait les Wolves aux Clippers. Cette fois-ci, on va beaucoup parler retour de blessure parce que moi, je vous avoue que les Clippers, je vais un petit peu les mettre avec les Nuggets, on en parlera plus tard. J'ai quoi en fait? C'est-à-dire, est-ce que j'ai Paul George ou pas de Paul George? Vraisemblablement, on n'aura pas de Kawhi Leonard. Les derniers vents qu'on ait eu de Tyronn Lue il y a 1 ou 2 semaines nous indiquent, selon lui, c'est improbable qu'il soit là. Après, ça peut être un jeu de poker menteur, on sait pas. Hein, mais moi, j'avoue que les Clippers, j'ai énormément de mal à les projeter. Vous en pensez quoi? Comment dire, je pense que c'est une équipe qui, pour moi, pour les playoffs, est très très malléable, qui peut s'adapter à tous les types de match-up. Ils sont blindés d'ailiers. Je pense que ça doit être l'équipe qui a le plus
Ils en ont encore rajouté. C'est incroyable. Enfin, quand on parle généralement de ce que la plupart des équipes veulent pouvoir faire en playoff, c'est-à-dire avoir un ball handler principal qui est l'arme du pull-up, un intérieur qui est capable de switcher et que des ailiers partout. Ben, eux, c'est l'une des rares équipes qui est capable de faire ça. Et puis, si ton lead guard, entre guillemets, ça devient, ton playmaker principal, ça devient Paul George, et t'as une armée de soldats et d'ailiers où tu peux faire du switch, où tu peux faire du drop, où tu peux faire énormément de choses défensivement, et t'as un coach qui a prouvé qu'il était capable d'utiliser son effectif de façon très intelligente pour pouvoir contrecarrer les plans de l'adversaire. Je pense que c'est une équipe qui, même avec Paul George uniquement, s'il y a que Paul George qui revient, il n'y a pas Kawhi, par exemple, ils ont Paul George, Norman Powell et tout le reste de l'équipe qui joue depuis le début de la saison. C'est une équipe qui, pour moi, sera très dangereuse. Ouais, bah, c'est sûr qu'elle sera dangereuse. Ça, on est à peu près tous d'accord. Tu l'as dit, Ben, en plus, dans le classement, là, ce groupe-là est quand même un peu au-dessus de ce qu'on a dit. Et malgré les absences, donc jusqu'ici, en tout cas, de Kawhi et de Paul George, avec l'acquisition de Norman Powell, t'as récupéré en plus un joueur qui est plus un guard qu'un ailier, mais qui est quand même qui porte la balle et qui est dangereux en création pour lui-même en plus. Donc ça va te permettre de t'adapter à peu près à ce que tu pourrais faire par la suite. La question de ce match-up, elle est avec Minnesota donc. Pour moi, la question elle s'appelle Karl Anthony Towns. En tout cas, c'est quel niveau des Wolves, comme chaque année, et je sais que Ben, tu adores ça, comme chaque année, les Wolves, on a la grosse hype de début de saison, on se dit, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc, Karl Anthony Towns, certes, mais évidemment, Anthony Edwards aussi, qui est au centre de l'attention. Il y a une période où ça allait moins bien, ça revient, avec D'Angelo Russell aussi, d'ailleurs, qui est plutôt bon ces derniers temps. Quels Wolves face aux Clippers, et est-ce qu'ils sont capables justement de trouver les solutions face à ces Clippers qui, comme tu l'as dit Tom, ils peuvent switcher sur tous les match-ups, ils sont chiants, c'est-à-dire que tu as des défenseurs longs à chaque fois, tu peux pas aller chercher des mismatchs aussi facilement que ça, même si Karl Anthony Towns du coup pour moi devient le facteur central en fait. C'est-à-dire c'est à quel point les Wolves sont capables dans un setup playoff qu'ils n'ont pas. On parlait des équipes avec des disettes, Ben, pour les play-in, bah les Wolves là bon, on est sur une équipe qui retrouvait des matchs coup près, ça fait très longtemps. Donc, léger avantage Clippers pour moi aussi, mais j'ai encore envie d'y croire. Moi, cette hype Wolves, j'arrive pas à m'en sortir. Éternel optimiste. Ce qui est intéressant avec les Wolves, c'est qu'on a eu le début de la saison, on a eu cette défense des Wolves, et on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et depuis, ça s'est un petit peu calmé, et c'est leur attaque qui a du coup appris pas. Alors après, je disais ça, faut faire attention sur en gros le dernier mois, en gros, qui a précédé le All-Star Break, ils ont joué que des mauvaises défenses, donc leur attaque a pu se sublimer. Je pense que vous le résumez bien, Karl Anthony Towns sera une clé. Je vous avoue qu'en l'état, si on part du principe qu'on aura juste Paul George, pas de Kawhi, ce qui est le scénario vraisemblable, je serais presque limite tenté peut-être de le donner aux Wolves, parce que, alors, on sait que j'ai été toujours très difficile et très dur avec Karl Anthony Towns, mais je trouve que le problème qui poserait niveau match-up à ces Clippers sur un match coup près où les adaptations doivent être beaucoup plus rapides et où t'as pas cette fameuse séquence vidéo où tu peux t'adapter, ce que, on va le défendre, Tyronn Lue fait très bien, je pense que je pourrais basculer du côté Wolves, de mon côté. Moi, je pense un peu le contraire. Je pense qu'en fait que les Clippers, ils ont ce qui peut faire mal à Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, cette saison, c'est l'un des pivots qui perd le plus de ballons et qui commet le plus de fautes offensives. Tout simplement parce que, par exemple, sur les pertes de balles, au niveau des prises à deux, Karl Anthony Towns, il a pas mal de mal pour ressortir les balles sur les prises à deux. Et du coup, il souffre de problématiques de perte de balles. Et on voit que il est plus devenu un face-up big vraiment. C'est-à-dire que quand il est dos au panier, il a du mal à faire les lectures. Par contre, quand il est face au panier, il punit systématiquement le match-up. Donc du coup, je pense que les Clippers ils ont moyen de travailler tôt sur la possession pour l'éviter en fait d'aller dans ses spots préférentiels tôt et de l'emmener à un endroit où il soit obligé de faire du post-up face soit par exemple à Markieff Morris ou face à un Zubac ou des gars comme ça. Après, l'autre chose qui pour moi peut gêner la défense entre guillemets des Wolves. La défense des Wolves, c'est une défense qui fonctionne très bien. Qui fonctionnait très bien entre guillemets en tout cas au début de saison parce qu'il y avait énormément de mouvements et énormément d'agressivité sur le porteur, beaucoup de blitz,
enfin le joueur de entre guillemets de edge aussi avec le pivot où Towns sortait quasiment au niveau de l'écran pour stopper la pénétration. Et en fait, quand tu fais ça, tu es vulnérable à tout ce qui est playmaking sur short roll et qualité en fait de tes playmakers sur short roll. Et en fait, les Clippers, ils ont exactement tout ce qu'il faut si tu lâches la balle pour trouver entre guillemets un point de décompression et pouvoir te punir soit à 3 points, soit dans l'attaque du panier. Donc je pense que sur le match-up, théoriquement je vois je vois vraiment je pense que c'est très serré et moi je donnerais plus le bénéfice du doute aux Clippers. J'entends, c'est vrai que les arguments sont bons des deux côtés. Après, les Clippers, faut pas qu'ils tombent dans le piège ou dans lequel ils sont déjà tombés, notamment via Paul George. Ouais, voilà, de se prendre pour une équipe de shooters. Tu l'as dit, effectivement, s'ils prennent le parti pris de jouer sur short roll, sur l'intelligence de jeu de leurs ailiers, qui sont quand même la plupart quand même ont une certaine vision de jeu quand même, enfin insuffisante en tout cas à ce niveau-là. Là, ça peut le faire, mais il faut pas qu'ils prennent le pari d'à chaque fois vouloir juste écarter et de faire des pick and pop pour sortir Karl Anthony Towns et jouer à celui qui arrose le plus. C'est peut-être le risque. Mais effectivement, c'est vrai que le coaching staff, on a un peu évoqué tous les deux, c'est vrai qu'il y a avantage quand même Clippers sur un match coup près. Les adaptations en match, on a vu que Tyronn Lue est peut-être plus affûté. En tout cas, pour le moment, il a plus l'habitude, il a plus l'expérience que son homologue des Wolves, Chris Finch. Ouais. Et puis sur la capacité qu'auront les Clippers, on l'a vu contre les équipes où il y a un pivot, leur 5 où ils jouent très petit, qui arrose parfois et avec beaucoup de variance sur la réussite. Je me dis, et là je vais un peu taper dans le cœur de Tom, un big man peut faire payer ça. Donc je me dis que du côté après à voir, est-ce qu'on fonctionne démocratiquement dans ce power ranking? Est-ce qu'on donne toujours, on est 3, est-ce qu'on donne toujours l'avantage à la majorité du coup? Bah oui, allez. OK. Bah oui, parce qu'il va falloir qu'on avance parce que là on est même pas sorti des play-ins. OK, donc on va donner les Wolves. Ah les gars, c'est horrible. Vous vous en rappelez quand on attendait tous à l'été 2019 ce Clippers-Lakers? Ouais. Eh ben on l'a au play-in. Ouais, sans Kawhi. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça on aime. Alors, imaginons, on a donc fait le constat Lakers, on a fait le constat Clippers. J'ai donné un match aux Lakers, je sais pas si j'en donne 2. Les gars, je sais pas si... Bah tu vois, par rapport à ce qu'on a développé juste avant de la fatigue et la capacité des Clippers d'avoir beaucoup d'ailiers pour aller mettre la pression qui sont longs. On se souvient de la série de Luka Doncic face aux Clippers. Alors certes, c'était avec les stars, mais il était épuisé à la fin. Et ben là, pour moi, c'est l'illustration parfaite et je vais donner aux Clippers parce que au bout d'un moment, LeBron il sera fatigué. Westbrook, j'y crois pas spécialement qu'il puisse prendre le relais à ce moment-là. Enfin bref, en tout cas physiquement par rapport aux forces en présence, au profil de chacun, là je pense que les Clippers sont meilleurs. Avec Reggie Jackson, l'Italien qui remonte le terrain en faisant des sauts de cabri. Non mais enfin c'est vrai que après la grosse problématique pour moi des Lakers face aux Clippers, alors oui, il faut voir aussi dans quel état Anthony, parce que si t'as l'Anthony Davis des derniers matchs là pour les playoffs, ce sera peut-être pas la même histoire au niveau des Clippers. Mais le truc c'est que les Clippers, ils ont tout ce qu'il faut pour punir les équipes qui jouent avec des non-shooters. Et malheureusement aux Lakers, t'as beaucoup de non-shooters. Et si t'as pas de non-shooter, t'as de très mauvais défenseurs. Est-ce que c'est la série de Carmelo Anthony? Le match de Carmelo. Est-ce que c'est le match aussi On va revenir. Je lance le 20 février, le jour où on enregistre, le premier teasing des H20, Anthony Davis, on en reparlera beaucoup cet été. On va beaucoup en reparler. S'il y est. Et même s'il y est pas, on va en parler. Alors du coup, on a terminé le play-in, on va pouvoir un petit peu accélérer ensuite. Ça nous donne donc, si on prend le tableau, 1-8 Suns Clippers, 2-7 Warriors Wolves, SO Akaris, 2-7, 3-6 Utah contre Denver, Jazz Nuggets et 4-5 Grizzlies Mavs. Je vous ai dit les gars, on va peut-être démarrer 1-8. Tiens, on a beaucoup parlé des Clippers, parlons des Suns. J'avais envie qu'on parle des Suns parce que j'entendais ça dans un podcast de The Ringer. Les Suns sont bons, les Suns font une saison régulière historique. Je pense que le terme est pas galvaudé. Pourtant, on parle d'eux assez peu. On les a tous mis numéro 1 à l'Ouest. Est-ce que l'Ouest en l'état, avec des équipes blessées, l'aurait plus ou moins destiné au fin février? Beaucoup de choses peuvent changer, mais fin février. Je pense que même si les équipes n'étaient pas blessées, avec ce qu'ils prouvent cette saison,
pour moi, sont les favoris de loin. Je pense que même si tout le monde était au complet, ils seraient favoris avec ce qu'ils font. Enfin, c'est une équipe qui est incroyable, qui n'a quasiment pas de talon d'Achille en fait. En vrai, son seul talon d'Achille, on en parlait, c'est le théorique entre guillemets top 11 du DH20 qu'ils n'ont pas, ou du moins qu'ils peuvent avoir par séquence, sauf que c'est plus Devin Booker qui fait la bascule que Chris Paul pour être ce entre guillemets ce joueur du top 11. Mais je trouve que enfin collectivement ils ont rien à prouver à personne. Je pense que c'est de très loin la meilleure équipe de cette saison. Et voilà, c'est en playoff, faudra voir en playoff ce qui se passe pour eux, mais je pense que pour moi ce sont les favoris pour le titre, clairement. Ah, c'est l'expérience de l'année dernière leur a clairement bénéficié à tous, notamment aux jeunes joueurs. On n'a pas parlé, bon, on a tous vu de toute façon cette finale où ils étaient un peu courts, mais des Michael Bridges notamment, des Cam Johnson ont vraiment, enfin, on sent qu'ils ont engrangé Clairement. cette expérience, ils ont vraiment progressé. Il y a une sérénité qui se dégage des Suns de manière collective qui est assez importante. Et après, comme tu disais Tom, et toi aussi Ben, parce qu'on en a un peu parlé hors antenne, je vais te laisser la primeur de cette question du top joueur. Mais voilà, la question de arriver au point où tu vas avoir besoin, pour raison X ou Y, parce qu'il reste cette question Chris Paul et des blessures. Oui. On croise les doigts évidemment pour qu'ils aillent au bout en santé. Mais ce qu'on avait vu, la limite dans la finale l'année dernière, c'était même avec un Booker qui prenait feu, est-ce qu'il arrivait à emmener avec lui le reste de son équipe, à diffuser, pour reprendre le terme consacré. C'était pas trop le cas, mais peut-être qu'avec l'expérience des role-players à côté, peut-être qu'ils sont peut-être plus à même je sais pas, de s'inspirer en tout cas de quand Booker est là, ou en tout cas de tanker, on va dire, les moments où c'est pas à eux de prendre la balle et garder cette confiance, être plus régulier quand ce sera à eux de mettre le shoot important, etc. Ce qui est la difficulté quand c'est un shooter, un scoreur principal qui, à un moment donné, prend un coup de chaud. C'est vrai, je vous avais dit en off que selon moi, là, on était devant peut-être le test ultime de notre fameuse théorie à les superstars, qui est pas la nôtre en fait, qui est une théorie approuvée par beaucoup d'observateurs. Les superstars font la décision. Bien là, les Suns, il y a un scénario, j'étais en train de me faire le bracket, l'arborescence dans ma tête. Il y a un scénario où ils jouent toutes les séries sans avoir le meilleur joueur sur le terrain théorique. Ça pourrait arriver si les Nuggets passent. Enfin bref, on va y revenir. Mais c'est possible, donc ça serait un test pour moi grandeur nature. Parce que Tom l'a dit, ils ont pas de talon d'Achille. J'étais il y a plusieurs mois maintenant, j'étais invité du podcast Valley Hoop, donc sur les Suns, et j'avais dit que selon moi, il fallait faire 3 choses pour battre les Suns. Alors rapidement, selon moi, faut être capable ton franchise player doit pas être sur Michael Bridges, parce qu'en fait, ça te permet d'éloigner la menace Bridges. Tu dois être capable d'être très très fort sur ISO, parce que c'est une forte défense, mais notamment sur les extérieurs, c'est une très forte défense collective, mais individuellement, tu peux essayer d'exploiter des match-ups. Il faudrait réussir à sortir Ayton de la raquette. Mon problème, c'est que les équipes qui arrivent à faire 2 choses, voire 3 choses, parmi toutes mes demandes, mes doléances, il y en a pas. Elles sont pas à l'ouest, en fait, hein. Elles sont de l'autre côté. Donc, du coup, les Warriors, on va pas en parler tout de suite, mais pour moi, c'est pas un bon match-up pour les Suns. On l'a vu en saison régulière, du côté Warriors, hein. Les Suns, c'est bon pour eux. Donc, ils sont favoris à l'ouest, largement favoris. Il n'y a pas de talon d'Achille. Et puis l'année dernière, un des défauts qu'on leur avait, qui avait été exploité, c'était la rotation à l'intérieur avec des André Ayton t'avais besoin d'avoir Ayton sur le terrain. C'est simple, à chaque fois qu'il s'asseyait, tu prenais un vent. Et effectivement, ils ont récupéré Jamal Magui pour ça, et qui fait le boulot, et qui, je pense, limite largement cette faille-là. En tout cas, suffisamment pour que ça devienne pas aussi flagrant que l'année dernière. En tout cas, sur la saison régulière, ils n'ont pas de problème quand DeAndre Ayton est absent. Enfin, en point de vue des résultats, ils n'ont pas de problème quand DeAndre Ayton est absent, puisqu'ils ont, comme tu dis, des bonnes minutes de Jamal Magui, ils ont eu des bonnes minutes de Jalen Smith avant qu'il soit transféré, et ils ont eu aussi des bonnes minutes de ce bon vieux Bismack Biyombo. Mais, enfin, je pense qu'en playoff, Ayton, ça va être un joueur autrement plus important, notamment par rapport aux équipes qu'il va falloir affronter, au type de pivot que tu vas devoir affronter. Et puis quand tu regardes, tu vois, c'est une équipe qui a pas forcément de All-Star à l'aile, mais les joueurs qu'ils ont à l'aile, ils sont totalement complémentaires de ce qu'ils ont sur le backcourt. Et du coup, c'est comme si quand tu fais le cumul en fait des 3-4 joueurs qu'ils ont à l'aile, c'est limite un All-Star quoi. Enfin, quand tu regardes les qualités, c'est-à-dire que t'as pas un All-Star au type All-Star sens scoring, efficacité, création pour soi,
Mais quand tu regardes toutes les capacités en termes de défense, de sacrifice, de polyvalence sur le type polyvalence sur le type de jeu qu'ils peuvent faire, et de même un peu de petite création individuelle parfois, hein, pour certains, notamment pour Mikal Bridges qui commence de plus en plus à créer et à punir les close-out assez drastiquement. Ben tu te dis que cette équipe là, va falloir vraiment aller la chercher, quoi. Il te faut Giannis, quoi. Il te faut Giannis, Kevin Durant, des gars comme ça, quoi, pour les battre. Anthony Davis de la bulle, mais on n'y croit plus. Du coup, c'est bien comme équipe. Mais je suis même d'ailleurs sur un Durant, je serais limite moins, tu vois, en termes purs de match-up. Je parle pas de niveau de joueur. Je pense qu'il pose moins de problèmes que Giannis, qui pour moi est le joueur qui leur pose plus de problèmes par essence. À tout le monde. Oui, mais en termes de... Oui. Bref. Oui, je vois, oui. Est-ce que du coup... Bon, tout ça pour dire que les Suns vont passer face aux Clippers, théoriquement. Largement. Parce que les Clippers vont pas faire 4 barrages à 3 points. Est-ce que la seule inconnue, le seul petit souci, vous voyez où je vais, c'est l'état de santé de Chris Paul, où il y a les années passent, on a encore, à chaque fois, on a des infos comme quoi, voilà, le pouce, la main, le truc, la main, l'épaule, tout en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils sont... Alors, je vais poser une question un peu l'équipe du soiresque. Est-ce qu'ils ont tellement de marge qu'ils peuvent se permettre de pas jouer un Chris Paul 35 minutes sur les premiers tours? Oui. J'étais en train de regarder son minute par match cette année, quand même, il joue encore beaucoup. Mais vas-y, Tom. Je pense que oui. Je pense qu'ils peuvent se permettre ça en ayant Devin Booker qui récupère entre guillemets une partie de la main, pas forcément Campaign ou pas forcément Holiday, mais je pense que Devin Booker peut récupérer une partie et il jouerait, par exemple, il rajouterait, plutôt que mettre un guard dans le 5, il pourrait carrément rajouter Cam Johnson, quoi, et jouer avec les Booker, les ailiers et Ayton, quoi. Oui, voire même, tu fais jouer Booker en meneur principal, puis tu fais rentrer Elfrid Payton, le fameux Elfrid, si tu veux, pour défendre de l'autre côté, mais qui fait des bonnes minutes cette saison. Mais je pense que les Suns, un peu comme les Bucks il y a une saison ou deux, ont un intérêt peut-être, je pense, à exploser les 3 premiers quart-temps, à jouer très sérieux pour justement, à ce moment-là, essayer de reposer Chris Paul, en tout cas sur les premiers tours. Au-delà de s'en passer, je pense que il faut jouer à fond tes débuts de match, parce que tu es capable, je pense, de créer un vrai écart qui te permet ensuite de jouer justement avec Cameron Payne, Landry Shamet et compagnie, quelques minutes pour en tout cas reposer au maximum Chris Paul, et si ce n'est Devin Booker aussi, à qui tu risques de devoir en demander beaucoup, comme on l'a dit, dans certains matchs coup près, où ça demande de l'énergie de faire ce qu'il fait, mine de rien, de ce qu'il nous a proposé sur la finale de l'année dernière. Je pense qu'il y a de ça, de surtout d'écourter les séries aussi, de passer en 4. Aussi. Même si, pour moi, les Clippers, alors je déteste dire ça parce que tous les ans je me plante, mais je pense pas que c'est une équipe, ils peuvent faire un barrage sur un match où ils mettent beaucoup de 3 points, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit les Suns comme dominants. Dans la partie sur l'Est, on viendra sur un peu plus de l'interconférence. Ici, on essaye de se concentrer juste sur l'Ouest, mais je suis obligé de poser la question parce que Tom a plus ou moins sous-entendu ça. Est-ce que, Adrien, pour toi, ce sont aussi tes favoris pour la NBA globalement? Oui, mais en termes de stabilité, parce que on en reparlera la semaine prochaine, alors nous, avec d'autres intervenants, mais du côté de l'Est, il y a beaucoup de théoriques. Il y a les équipes plus solides dans la continuité, il y a le Heat et les Bucks, grosso modo, mais personnellement, je suis pas encore très rassuré des Bucks. Il y a cette question qui revient chaque année sur les équipes comme ça, où on se dit, bon, ils sont en contrôle, et puis quand ça partira, ça partira. Mais j'ai l'impression que ces Suns-là me paraissent beaucoup plus sereins, et ils étaient pas si loin. Alors oui, ils ont quand même perdu, il y a rien à dire, l'année dernière. Là, je les sens plus sereins, plus préparés justement à ce scénario-là, face aux Bucks. Donc ensuite, les autres équipes de l'Est sont plus théoriques. Après, c'est pas impossible. C'est-à-dire que je mettrai pas toutes mes économies 100% sur les Suns, mais ils sont nettement, de toute façon, chez tout le monde, on le voit dans nos power rankings, ils sont à l'unanimité premier à l'Ouest. On n'a pas fait le ranking global, mais je pense qu'ils seraient à l'unanimité premier également. Ils sont largement en tête des standings de la NBA. Ils sont en 48-10, voilà, comme ça je l'ai sous les yeux. Si t'es pas favori dans ces cas-là, et à un moment donné, en plus c'est la 2e saison, ils étaient en finale l'année dernière. Enfin, il y a tout pour faire le favori principal. Ça veut pas dire, c'est pas les Warriors avec KD,
mais c'est quand même les favoris. Et puis c'est une équipe que tu peux pas vraiment traiter d'équipe de saison régulière comme la plupart des équipes qui ont par exemple de bons bilans, mais sur le setting playoff pardon, tu te demandes si est-ce qu'offensivement ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer au niveau des fins de match, même s'ils n'ont pas forcément les meilleurs joueurs sur le terrain, puisque aujourd'hui les Suns, même si dans le cas où ils n'arriveraient pas à repousser entre guillemets l'adversaire dans les 3 premiers quarts-temps, aujourd'hui c'est l'équipe qui a le meilleur net rating de très loin de la ligue dans le clutch. Ils ont 41 de net rating dans le clutch. Les deuxièmes ce sont les Bulls avec 20. Avec DeMar DeRozan. Donc voilà, c'est une équipe qui c'est une équipe qui panique jamais, qui est très sûre de ses forces, et je pense qu'il faut vraiment avoir un joueur ou des joueurs exceptionnels pour pouvoir leur prendre 4 matchs sur 7 quoi. J'avais une stat justement sur le clutch, Tom, j'avais lu sur NBA.com. Ils sont meilleure défense, meilleure attaque dans le clutch. Ils ont un bilan de 22 victoires pour 3 défaites. 24-3 maintenant. Sur les 26 dernières années, la seule équipe qui fait mieux, devinez, équipe dominante sur les 26 dernières années. 26 sur les 26 dernières années. Sur les 26 dernières années, il y a qu'une seule équipe qui fait mieux dans le clutch. On va parler d'eux dans 3-4 minutes. Les Warriors de 2015-2016. 34. Donc, ouais. Top 5 défense, top 5 attaque. Non, franchement, honnêtement, la seule question, ils auraient un joueur du top 11, on leur donne déjà à moitié le trophée. Hein, on va être honnête. Mais là, très solide et ça fait plaisir parce que honnêtement, c'est une équipe agréable à jouer. On en a même pas parlé, mais on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est une équipe qui peut s'adapter à tout. Ils peuvent répondre à pratiquement tout ce qu'on leur propose. Enfin, Adrien, oui, vas-y. Et ouais, non, mais c'est puis en termes de construction aussi, c'est intéressant d'avoir une équipe comme ça qui est favorite. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Alors, certes, quand Chris Paul arrive, tu fais une bascule, mais de manière globale, c'est pas une équipe construite sur un amas de stars à une free agency. Comparé à ce qu'on a pu voir, il y a certains fans et des observateurs qui, au bout d'un moment, ça devient lassant quand c'est tout le temps ce schéma-là. On est sur une jeune star qui s'affirme petit à petit, même si ça a été compliqué. Enfin, plusieurs stars, parce que finalement, c'est vrai que DeAndre Ayton, on l'oublie, mais c'est quand même un maillon essentiel de ces Suns. Tu fais venir ce vétéran qui stabilise, qui donne un calme, une sérénité, comme tu l'as dit Ben, parce que la sérénité dans le clutch des Suns, elle vient aussi du fait que t'as pris confiance au fur et à mesure des victoires, hein, mais t'as nous Chris a Paul. fait le même coup du Thunder, genre il y a 2-3 ans. Ouais. Où Thunder, c'était une machine dans le clutch. Voilà, c'est très pratique Chris Paul pour ça. Et tu vois, voilà, ces role players qui sont, comme l'a dit Tom, très complémentaires, qui ont compris leur rôle et qui quand même progressent, qui ont pris de l'expérience par rapport à en play-off, des expériences il a juste l'année dernière, etc., de passer des tours. Enfin bref, la construction, c'est un peu le fantasme parfait de front office, ce qui se passe aux Suns. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant à voir. Avec de la patience, parce que Booker, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est là. Il y a une traversée du désert, mauvais jeu de mots. Oui, une forme de fidélité aussi. Bref. Effectivement. On est donc d'accord sur ce match-up-là contre les Clippers. Ça devrait passer de manière assez simple. On a donc nos Suns au premier tour. Là, je vous avais pas prévenu, mais on va peut-être essayer d'avancer par quart de tableau, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ouais. On va faire le 4-5. Ça tombe bien, on va donner la parole à Tom et on va servir un petit cocktail, Adrien. 4-5, Grizzlies, Mavs. Tom, j'ai entendu une comparaison cette semaine, je voulais te la lancer. Matt Moore dans le ReedGM podcast de Danny Leroux. Ouais. Sachant que Tom écoute à peu près tous les podcasts du monde, il a déjà sûrement entendu la comparaison. Les Grizzlies, ce sont le Thunder de 2011. Donc pas celui qui va en finale, celui de l'année d'avant. Pas tellement en termes de joueurs, mais en termes de jeune équipe qui sera plus fort, normalement, mais qui est déjà un des piliers et un des mastodontes de sa conférence. Est-ce que t'es plutôt d'accord avec celui qui se fait sortir, c'est le Thunder qui se fait sortir par les Lakers d'un ric-rac, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, c'est une très bonne comparaison. Moi, je pensais plus, par exemple, aux Blazers de 2016. Alors, dans le sens où Blazers de 2016, où t'as Lillard du coup, Lillard et McCollum qui arrivent sur le devant de la scène, et t'as des gars comme Nurkic, et c'est le moment où il fallait payer entre guillemets tous les role players. Donc t'as plein de jeunes gars, et eux ils ont choisi du coup à l'époque de ramener Evan Turner pour le malheur que ça a été. Mais en gros, ouais, je trouve que c'est une comparaison qui fait sens. Memphis,
comment dire, c'est une équipe qui est très surprenante. C'est une équipe qui était sous-estimée, notamment par le côté profondeur de l'équipe a été sous-estimé régulièrement, puisque quand tu regardes Memphis et tu vois la partie highlight, c'est essentiellement Ja Morant, sauf que l'équipe arrive à gagner sans lui. L'équipe a gagné beaucoup de matchs sans lui. Par contre, de là à dire que les Celtics, pas les Celtics, que de là à dire que les Grizzlies sont meilleurs sans Ja Morant, c'est faux, puisque c'est lui en fait qui fait que tout le reste fonctionne et qui donne entre guillemets le plafond de cette équipe-là. Bah, en gros, moi je trouve que le match-up avec les Mavs, c'était avant le transfert de Porzingis. Pour moi, ça aurait été le pire match-up, puisque par exemple, quand tu prends un gars comme Jaren Jackson Jr., c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal face aux intérieurs qui sont longs. Et par exemple, il a des problèmes contre Mobley, il a des problèmes contre Jarrett Allen, il a des problèmes contre Porzingis. Et en fait, le fait que Porzingis ne soit pas là, ça enlève le côté five out où t'as Luka Doncic du coup avec que des mecs qui shootent à 3 points. Et là, du coup, ça met énormément de pression sur ta ligne, du moins ton point of attack defender. Et pour empêcher les drives. Donc là, t'as plus ça. Et tu n'es plus obligé du coup de faire jouer Steven Adams et tu peux commencer directement avec Jaren Jackson Jr. en pivot et intercaler un petit peu plus d'ailiers, des joueurs à la Kyle Anderson, des Anthony Melton, Dillon Brooks et tout ça. Donc je trouve que c'est un match-up qui est assez intéressant. Par contre, il faut pas sous-estimer le fait que sur les 3 matchs que Memphis a disputés contre les Mavs cette saison, on a gagné le premier, mais on s'est fait totalement gifler sur les 2 autres. Sachant qu'en début de saison, c'était les Mavs ont mis un peu de temps à remettre la machine en route. C'est ça. Ok. Ouais, effectivement. Mais bon, sur Memphis où tu as été un peu dit, hein, c'est vrai que on focalise beaucoup sur Ja Morant parce que c'est peut-être le joueur le plus spectaculaire à voir en ce moment et c'est vrai que c'est une formidable pub pour la NBA. Hein. On va pas se mentir, ce Ja Morant et ses Grizzlies, un peu comme voilà. Je rejoins le parallèle de Tom avec les Blazers d'une époque, même si je remarque que tu as esquivé le verbe éclore pour parler des joueurs qui jouent. C'est moins sexy que le Thunder de 2011, les gars, quand même. C'est un peu. C'est moins sexy que le Thunder, mais c'est moins concentré sur 3 stars. C'est vrai que il y a plus ce truc de même tous les role players jouent au top de leur basket. On a l'impression en ce moment, et tant mieux, hein, c'est super plaisant. Mais c'est vrai qu'il y a cette peut-être peur quand on voit surtout ces jeunes équipes qu'on n'attendait pas. Cette peur de se dire, donc à l'image des Blazers de cette époque-là, est-ce qu'il y en a pas pour certains pour qui c'est un feu de paille, c'est un peu une saison spéciale et si tu les payes trop, on pense à Allen Crabbe qu'on évoquait ensemble en off. Si tu les payes beaucoup, tu pourrais le regretter éventuellement. On leur souhaite pas, bien sûr, mais c'est la question qui se pose, notamment donc dans ce setup playoff dont on parle, parce que ok. Là, on a tous mis Memphis. Alors, j'ai plus notre power ranking sous les yeux, mais je crois que Memphis est très haut chez tout le monde, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je dis pas de bêtises. On les met en ballottage avec le Jazz, en gros. Voilà. Parce que sur cette saison régulière, sauf accident, ils ont l'air très bien partis. Il y a peu de raisons que ça se passe mal. La question, c'est, voilà, ce setup playoff, arrivé à ce moment-là, on en revient, bon, c'est un gimmick régulier sur les jeunes joueurs, jeunes équipes, premier playoff pour beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner là où en face? Justement, notre match-up, les Mavs. Alors oui, ça a changé par rapport à Porzingis, Tom l'a rapidement évoqué, mais par contre, on sait ce que ça donne. Luka Doncic et ses sbires en play-off, et c'est impressionnant. Et cette fois-ci, peut-être que justement, comparé aux Clippers dont je parlais un peu plus tôt avec ce match-up face à Luka Doncic, ils ont peut-être moins le matériel pour le fatiguer le Doncic sur la longueur d'une série. Et donc, je me dis, voilà, moi, je fais partie de l'école Luka Doncic et j'ai un peu envie de leur donner l'avantage, même si c'est une belle histoire, c'est Memphis Grizzlies de cette année. On a presque envie de voir jusqu'où ça pourrait aller. Moi, je me demande à quel point ces Grizzlies, et là, je vais demander au spécialiste international des Grizzlies, qui est Tom, les Grizzlies, à quel point sur du jeu, parce que je l'ai cherché depuis, en gros, janvier, l'équipe est en feu, enfin, ça, tout le monde le sait. Et c'est une équipe qui court très vite, et ça se comprend avec Ja et tous les joueurs qui les entourent. Sur un setting playoff où ça va moins vite, est-ce que t'es inquiet ou pas pour eux? Après, il faut savoir que Memphis, un peu comme à la manière de Toronto, Memphis fait une stratégie un peu de pilonnage. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, offensivement, est moyenne partout. Elle va être moyenne sur demi-terrain, elle va être moyenne en transition. Le truc qui fait la différence offensivement pour Memphis, c'est les possessions en plus
que l'équipe arrive à générer par rapport à l'adversaire. Et pour ça, c'est pour ça que c'est très important que l'équipe arrive à multiplier entre guillemets tout ce qui est style, tout ce qui est contre et tout ça, et rebond offensif. La difficulté, par exemple, face à une équipe contre les Mavericks, c'est que les Mavs font pas énormément de passes. C'est-à-dire que le ballon est dans les mains de Luka Doncic et il y a très peu de passes. Là où, par exemple, contre une équipe comme les Warriors font énormément de passes, donc tu as plus des moyens de pouvoir voler des ballons, d'être haut sur les deflections et tout ça. Donc là, ça peut être une partie, puisque quand tu prends globalement Memphis, ce qui fait leur force offensivement, c'est le pourcentage des attaques qu'ils arrivent à générer sur transition. C'est-à-dire que tu peux être moyen en points par play sur transition, mais si tu génères beaucoup plus de transitions que les autres équipes et tu en génères énormément, ben une transition moyenne a plus de valeur qu'une bonne attaque de demi-terrain en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et quand tu vois, par exemple, quand tu prends la fréquence des transitions, Memphis est à 19% de ces points, entre guillemets, qui proviennent de la transition. Et sur du demi-terrain, tu as une énorme partie des points qui sont générés directement dans la raquette. Donc, tout ce calcul-là te permet un peu d'éviter d'être uniquement sur du demi-terrain et du coup, de pouvoir contrebalancer ton efficacité par la fréquence de possession que tu vas jouer où tu es censé avoir une efficacité meilleure. À ce niveau-là, c'est pour ça que le match, c'est un peu pas une opposition de style, mais les Mavs, eux, en NBA, sont derniers à la pace. C'est ça. Qui jouent le plus lentement. Donc, effectivement, ça pourrait être Et les Grizzlies, moi, on en a parlé en off, j'ai énormément du mal à les calibrer sur des playoffs. Après, j'adhère avec Adrien sur le côté Luka playoff, qui a, malgré des match-ups totalement défavorables sur les 2 premières campagnes de playoffs contre les Clippers, a été toujours incroyable. Autant, les ajouts, on en a parlé, on vous renvoie au live de 2 heures, mené de main de maître par Adrien, qui est ici présent sur la trade deadline. Je sais pas si sur un match-up contre les Grizzlies, ça pourrait faire la différence, ce qui a été fait. Donc, moi, je donnerais peut-être l'avantage aux Grizzlies sur un premier tour, sachant qu'ils ont l'avantage du terrain. Alors, est-ce que ça joue énormément? Je ne sais pas, mais je le donnerais aux Grizzlies. C'est donc toi... la démocratie a parlé. C'est donc les Grizzlies qui passent... Tom, on t'aurait dit en août que les Grizzlies passaient un tour de playoff, tu aurais cru? Enfin, théorique, hein. Face aux Mavs. Face aux Mavs, je pense que Memphis n'est pas favori. Mais ouais, je pense qu'ils sont pas favoris face aux Mavs en tout cas. Mais par rapport à Luka Doncic, hein, puisque faut pas se leurrer. Hein. On a vu ce qu'il a fait l'an dernier. Enfin, parce que quand tu regardes bien Luka Doncic, il a joué contre les pires match-ups qui auraient pu être pour lui globalement. C'était le pire match-up possible pour lui et on regarde ce qu'il a quand même fait. Et je me dis que, faut pas oublier que l'an dernier, si Kawhi ne fait pas le match 6 de Kawhi l'an dernier, pour moi c'est l'un des meilleurs matchs de playoff que j'ai vu des 2 côtés du terrain fait par un joueur de mes yeux vus, tu vois, en direct. C'est incroyable ce qui a été fait dans ce match-là. Mais s'il y a pas ça, les Mavs passent, tu vois. Et je me dis, ils passent déjà pas loin la première année, hein. Tu vois. Donc effectivement, moi je me pose énormément de questions, mais c'est plus sur le côté quel niveau peut atteindre Luka Doncic et est-ce que Memphis va pas être obligé d'essayer de stopper les autres plutôt que de l'autre côté du terrain que Memphis va totalement dominer tous les autres match-ups quoi. Va falloir trancher, Tom. Hein. C'est toi qui tranche. C'est horrible. C'est toi qui tranche. C'est horrible. C'est ta propre équipe. Sur ta propre équipe. Allez, un peu de chauvinisme. Allez, les Grizzlies passent. Un peu de chauvinisme. Ah, première fois. Allez, un peu de chauvinisme. C'est bien. Ok, donc d'accord on a donc Grizzlies. Tiens, allez, on va aller jusqu'au bout pour descendre ensuite en bas. Tiens, allez, je crée. Tu veux tu veux qu'on ait notre finaliste de conférence, puis après on ira en bas de l'arbre. Exactement. Et ensuite le sommet du podcast, la fin, on aura qui va totalement détruire tout ce qui est concept de timing. Sur la fin, on aura notre finale de conf. On a donc Suns Grizzlies. On a passé à peu près 10 minutes à faire un éloge de ces Suns. On est d'accord que les Grizzlies sont bons, mais ça passe pas. Enfin, ils sortent.
Ils sortent. Ce sera plus rapide ces tours de play-off là à discuter entre eux. Parce qu'on a fait les présentations des forces et des faiblesses de chaque équipe. Donc là maintenant on arrive plus à une appréciation du match-up. Et effectivement par rapport à ce qu'on a dit, on peut souhaiter aux Grizzlies que ça passe, même si ça va être dur en plus contre Dallas. Et on peut aussi penser que les Suns seront en premier tour plus tranquilles. Tu l'as dit, ils ont intérêt d'ailleurs à écourter cette série. Donc bon effectivement, les Suns sont favoris. On peut pas dire les choses. Mais tu vois, je trouve même que si déjà c'est un des pires match-up peut-être pour les Suns à l'Ouest. C'est vrai. Effectivement, c'est l'un des pires match-ups puisque tu vois même quand les Suns essayent de lui mettre Mikal Bridges dessus, il est hyper rapide, il est trop rapide et en fait Mikal Bridges il est beaucoup plus intéressant sur la couverture des espaces, notamment sur les shooters, sur des gars comme Desmond Bane, tout ça qui sont peut-être moins proches du ballon mais qui font plus de mal par leur déplacement. C'est plus facile pour lui de contester des déplacements. Après on a vu que Devin Booker cette saison il se bat beaucoup plus sur les écrans, il se laisse pas faire tout ça et je pense qu'au vice, même si Ja Morant c'est un mauvais match-up mais au vice t'as Chris Paul quoi. Memphis va rester. Memphis reste une des équipes qui fait le plus de fautes. Enfin, Jaren Jackson Jr. c'est enfin, il y a quelques semaines c'était encore le joueur qui faisait le plus de fautes. Il en fait moins que l'an dernier, mais c'est lui qui fait le plus de fautes cette saison en NBA. T'as Dillon Brooks qui est aussi une machine à fautes. Donc, Chris Paul, les espèces de rip through au milieu du terrain pour aller sur la ligne, il sait faire ça. Et puis tu vois, limite, je me demande est-ce que les Mavs avec cette théorie du fameux joueur du top 5-6, est-ce que c'est pas un pire match-up pour eux? Pour les Suns, tu veux dire? Ah, ça se défend. Mais là, si on commence à théoriser les potentiels terribles, on a 50 minutes. On va pas sortir. On fait un podcast de 3h30. Adrien est beaucoup plus consciencieux que moi. On descend, du coup. On a les Suns en finale de conf à l'Ouest. On descend, on va faire 2-7. Tiens, parce qu'on a déjà parlé des Wolves, parlons des Warriors maintenant. Les Warriors qu'on a tous mis 2 de manière unanime, encore une fois, mais encore une fois, avant d'enregistrer, visiblement, Adrien, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont 2, mais on les met quand même un cran en dessous de ces Suns. Alors, un cran, oui, je crois savoir, mais Tom, tu auras le temps de développer que Tom les a vraiment un bon cran en dessous des Suns dans ce power ranking. Moi, je les intercale vraiment au milieu, là. C'est-à-dire qu'il y a les Suns, il y a le reste du monde et il y a les Warriors au milieu. Pourquoi ? Parce que les Warriors, on en a beaucoup parlé avant la saison. Toutes les questions étaient autour, notamment de ce fameux retour de Klay Thompson. Et avant même son retour, déjà, ça commençait à très bien tourner avec déjà Steph Curry évidemment, mais même avec l'ensemble des role players qui ont trouvé leur place, avec Otto Porter qui s'est bien intégré, Otto Porter, Bjelica, Wiggins qui se retrouve être All-Star mine de rien. Alors après, on en a assez parlé, on va pas dire si c'est justifié ou non, mais en tout cas, le fait est qu'il fait quand même une belle saison par rapport à ce qu'on pouvait attendre en tout cas de Wiggins dans ce rôle-là. Klay Thompson, pour revenir à lui, c'est plutôt pas mal, c'est petit à petit, mais en tout cas, de ce qu'on voit, moi, là, ça y est, je suis de plus en plus optimiste sur la potentialité de retrouver un Klay Thompson. Alors, peut-être pas prime, mais en tout cas, un Klay Thompson dangereux et une vraie arme. Et sachant encore que Klay Thompson, en l'état, a joué 3 secondes et demie avec Draymond Green, qui était là pour faire le titulaire à son retour. Donc, on a envie de on retrouve le fameux trio des Warriors, des role-players très bons, parce que quand sur ton banc tu peux avoir Porter, Bjelica, un Jordan Poole qui est très très bon aussi également, Gary Payton. Enfin, l'ensemble de l'équipe, on retrouve en tout cas l'alchimie qu'on pouvait voir chez les Warriors quand ils étaient à leur prime. Alors certes, ils n'y sont plus, mais pour moi, ils sont quand même un cran au-dessous du reste de l'Ouest. En tout cas, on a plus de certitude, et ce qui est quand même assez fou de se dire à la mi-saison, on a plus de certitude du côté des Warriors que ce qui se trouve derrière. Je pense notamment au Jazz, on va y revenir. Mais après toutes les autres absences des équipes qu'on a déjà évoquées, des équipes plus jeunes, des équipes surprises, t'as tout aux Warriors, t'as de l'expérience, t'as du vécu ensemble, et on commence à avoir de plus en plus de certitude, donc pourquoi pas. Je parlais de la prime à la continuité, à la certitude. Moi, je les ai un cran au-dessus aussi du reste, parce que ils m'apportent le plus de certitude. Je suis à une période de l'année où je trouve que on en parlera du Jazz, parce que je sais que sur le Jazz, je pense que, on sera tous d'accord, mais peut-être que mon classement n'indique pas à quel point je suis pessimiste sur le Jazz. Vis-à-vis du Jazz et même des Grizzlies qui, eux, ont un peu le procès en jeunesse, je pense. C'est un peu ça notre problème à l'heure actuelle. Les Warriors apportent des certitudes. C'est une équipe qui tourne, c'est une bonne défense, une très bonne défense même. Pour moi, ils sont 2, mais loin des Suns quand même. À toi, Tom.
Bah oui, bah comme tu l'as dit, pour moi ils sont deux, ils sont loin des Suns et pour moi ils sont plus proches d'une équipe par exemple comme les Nuggets qui sont proches des Suns. Alors peut-être que c'est parce que je tiens les Suns en très très haute estime et que je sous-estime peut-être aussi un peu les Warriors. Moi ce qui me fait peur du côté de ces Warriors là, c'est que leur métronome défensif n'est plus là et depuis qu'il est absent, la défense a totalement chuté. Ils sont aux alentours de la 20e place défensivement depuis que Draymond Green est absent et du coup on sait que c'est... Mais sur la saison, ils sont toujours premiers, je crois, en défensive. Ouais. C'est dire l'avance qu'ils avaient avec Draymond Green. Non, mais c'est pour souligner le niveau de Draymond Green. C'est ça. Ouais. Et Draymond, il est incroyable défensivement et tout ça. Mais je trouve que c'est un joueur comme ça, il a déjà eu des problèmes de dos auparavant. Moi, je suis pas très rassuré par rapport à ça. Et même s'il revient, c'est pas sûr que son dos ne le laisse tranquille pendant tous les playoffs, en fait. Et c'est pour ça que moi, c'est là où j'ai le petit doute vraiment pour eux, puisque il est tellement essentiel, entre guillemets essentiel à ce qu'ils font les Warriors, que tu peux pas te permettre d'avoir un Draymond Green à même 70% pour être l'équipe, pour moi, si t'as un Draymond Green à plus de 80%, t'es au-dessus des autres équipes, mais si tu as un Draymond Green en dessous des 80 voire 70%, tout ça, enfin défensivement, surtout que voilà, c'est un joueur certes c'est un joueur très cérébral, mais il faut avoir ses capacités physiques pour pouvoir switcher sur le périmètre, pour pouvoir recouvrir des actions et sans la santé, je trouve que c'est un pari vraiment trop risqué et du coup moi je les ai vraiment dans le même tiers que les autres quoi, ils sont pas dans un tiers à eux seuls. Mais c'est sûr que c'est pertinent ce que tu dis, c'est effectivement, tu as besoin de la santé pour switcher, mais aussi pour compenser ta perte de taille par rapport à certains match-ups. Et là, ce dont on parle, la série donc théorique de notre play-off demi-saison, notre play-off blanc, c'est donc face aux Wolves. Et Draymond Green, il est amené très souvent du côté, alors il est en deuxième rideau, la défense des Warriors est assez particulière, c'est pas du match-up 101, mais quand même, à défendre sur des pivots, et là sur Karl Anthony Towns, et ben, t'as besoin d'être vif et d'avoir un petit peu sa verticalité, etc. Enfin, il a besoin d'avoir son dos en santé, comme tu le dis, notamment donc sur cette série où ça risque d'avoir une certaine importance. Ils auront des bons joueurs au poste dans le playoff blanc qu'on leur prête là. Ils auront des bons joueurs sur le poste de pivot tout le long. Hein. Enfin, en fait, vu comment ça s'arrange, oui. Ouais, il risque de tomber là-dessus. Après, je vous avoue que quand on compare les deux portraits, on pinaille un peu avec les Warriors quand on les compare à des Suns dont on a parlé il y a 15 minutes, mais face aux Wolves, il y a pas photo. Sur une série de playoffs où ils ont l'avantage du terrain, je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout à la longue, là, la question de Draymond Green, c'est bon. Cette série, elle va faire un peu mal physiquement. Potentiellement tu passes, mais comme vous l'avez dit, bon, de toute façon, on va en parler. On avance. Il est trop fort. Ça va être dur. Et Utah contre Denver, 3-6. En parlant de pivot, à noter que pour l'instant, on n'a pronostiqué aucun upset. Hein. On a chaque fois la tête de série passe. Quels seront les nuggets qu'on aura? Alors d'après les dires du président des opérations basket des Nuggets, ça date d'avant le All-Star break. Porter et Jamal Murray devraient arriver dans un futur pas trop lointain. Devraient se réentraîner. Ce qui veut absolument rien dire. Zion devait reprendre. Ils devraient être là au début de la saison. Ouais, aussi. Parlons pas de ça. La fin de la saison, c'est dans 7 semaines, saison régulière. Il faut, pour que ce match-up théorique ait vraiment de l'importance et soit peut-être difficile, ou en tout cas, qu'il puisse peut-être passer Utah, il faut que les deux reviennent dans 3 semaines. Il faut qu'ils reviennent rapidement. Vas-y, Adrien. C'est là où on va voir les disparités entre en tout cas la méthodologie qu'on a décidé d'employer. On en parlait en début de podcast sur le power ranking, parce que toi et moi, Ben, on a le Jazz en 3, Tom, tu l'as en 5, et je pense que on voit la différence là sur la projection en playoff. C'est-à-dire qu'en saison régulière, je les ai en 3, et comme tu le sous-entendais, Ben, je pense que je suis un peu comme toi. Dans un cas de playoff, j'ai beaucoup plus de questions sur ce Jazz, mais on en a déjà parlé. On a fait un podcast dédié à est-ce qu'ils sont une équipe de saison régulière, cette fameuse phrase, ce fameux titre. Voilà, la question va se poser là. C'est vrai, quel Nuggets? Parce que moi, je vais le dire honnêtement, genre Jokic cette année, pour moi, c'est le mec qui me fait le plus kiffer. Il est incroyable. C'est un regret, le plus grand regret de cette saison pour moi, c'est justement ces Nuggets amputés, notamment de Jamal Murray, dans une moindre mesure de Michael Porter, mais surtout de Jamal Murray. Le niveau affiché de Nikola Jokic, il est incroyable. Alors, on parlait de pivots juste avant
dans la série précédente. Bon là, dans celle-ci, on aura une opposition de style global. Et ben, tu vois, là, j'ai envie de pronostiquer un peu un upset. Oh. C'est peu probable parce qu'effectivement les Nuggets sont amputés, mais quel niveau affiché par Jokic, vraiment. Non mais le fait qu'ils en soient là, que à la mi-saison ils soient 6e à l'Ouest ou en plus dans ce ventre mou à l'Ouest, là c'est aussi un petit peu la bagarre, c'est un peu bizarre, il y a beaucoup d'absents, etc. Voilà, j'aurais dû lui accorder du crédit pour ça, même si c'est vrai qu'on a quand même plus de certitude côté Jazz, on va y revenir, mais il y a quand même eu ce fameux trade à mi-saison, cette fameuse blessure de Joe Ingles. S'appelle Joe Ingles, merci. On en a beaucoup parlé dans le podcast de la trade deadline, qui avait quand même une espèce de rôle de métronome. Il y a peut-être un équilibre qui peut changer du côté du Jazz. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de laisser une petite pièce sur les Nuggets. Mais effectivement, le Jazz, je pense, reste quand même favori. Hein. Vous allez pouvoir en parler. Adrien parlait de la différence de méthodo. C'est vrai que je pense qu'on est tous les d'accord pour dire qu'on a mis le Jazz 3, mais qu'on a nos vraies craintes pour la saison, pour les playoffs, à l'inverse de la saison régulière. Tom, t'en penses quoi de cette série théorique Nuggets Jazz? Là où je rejoins Adrien, c'est que à force, à effectif complet, je donne les Nuggets. Mais là, il faut faire avec les blessés. Simplement pour donner un peu d'éléments de contexte, moi j'ai mis le Jazz 5 en partant sur le fait que les Mavericks seraient 4 et du coup ce serait une série 4-5 entre le Jazz et les Mavericks. Mais après, tu vois, enfin, je trouve que Denver, en fait, la problématique en fait que le Jazz aura avec Denver, c'est que c'est la seule équipe contre laquelle Rudy Gobert ne peut pas faire exactement ce qu'il fait contre les autres équipes. C'est-à-dire que le Jazz, ce qu'ils font stratégiquement, c'est que plutôt que mettre Rudy Gobert sur ton pivot, forcément, hein, ils vont mettre Rudy Gobert sur ton non-shooter pour lui permettre de pouvoir contrôler la raquette, puisque le joueur qu'il marque n'est pas une menace à l'extérieur, donc il peut rester entre guillemets dans la zone la plus rentable, entre guillemets la plus importante à protéger. Et face à Jokic, tu peux pas faire ça. Parce que tu peux pas mettre de joueurs petits sur Jokic. Et tu es obligé en fait d'un point de vue match-up, tu es obligé de mettre ton meilleur défenseur en fait sur Nikola Jokic. Et ça ouvre énormément de choses en fait pour les Nuggets. Donc je trouve que de ce point de vue-là, le Jazz part déjà avec un petit avantage défavorable. Après, est-ce que les joueurs des Nuggets... Un désavantage, du coup. Ouais, c'est ça. Un désavantage. Est-ce que, du coup, les Nuggets peuvent punir aussi cette stratégie-là, sachant que à partir du moment où tu changes, entre guillemets, la façon dont le Jazz doit faire jouer, entre guillemets, Rudy Gobert, il faut aussi punir les choses qui sont laissées de côté. Et c'est là où le retour d'un joueur comme peut-être Jamal Murray pourrait faire la différence, tout simplement parce que lui, non seulement il a la capacité de pull-up, mais ça devient aussi une autre menace que tu ne pourras pas couvrir autrement, vu que le Jazz a de très mauvais, entre guillemets, défenseurs sur le périmètre, en la personne de Mike Conley, de Donovan Mitchell. Après, du côté du Jazz, Donovan Mitchell, sur les dernières semaines, là, sur les 3-4 derniers matchs, depuis qu'il est revenu, il fait pas mal d'efforts défensivement. Mike Conley reste l'un des joueurs les plus adroits sur le pull-up à 3 points cette saison. Donc, c'est un peu le feu et la glace. C'est un peu le feu et la glace, ce match-up-là. Mais je pense que Denver aurait l'avantage. Je pense que Denver aurait quand même l'avantage s'il y a le retour juste de Murray. Je pense que Denver a l'avantage parce que je pense que le Jazz a trop perdu avec Ingles et il y a trop de joueurs sur lesquels je suis très incertain en fait au niveau du Jazz. Enfin, Rudy Gay, il est blessé. Enfin, l'histoire de 5 out avec Rudy Gay en pivot en enlevant Rudy Gobert, ça c'est une erreur. Faut absolument pas faire ça. Royce O'Neal reste Nickel Alexander Walker. Ouais, voilà, Nickel Alexander Walker, moi, je lui fais pas confiance. Clarkson non plus. Ils en sont à faire jouer Trent Forrest quelques matchs pour essayer de voir ce qu'ils ont. Donc, en l'état, je trouve que les Nuggets, même si ils ont l'incertitude des blessures, je pense que avec leur équipe actuelle, ils ont plus de certitude. Après, il y a quand même un déficit, excuse-moi Ben, je fais très court, mais il y a quand même un vrai déficit un décalage de talent sur les lignes arrière si t'as pas le retour de Jamal Murray. C'est vrai que là, on l'oublie, il est en train de revenir doucement, etc. Mais bon, la dernière série qu'on a eue entre les deux, c'était un affrontement de spadassins, je vais reciter Alan avec son superbe formule, entre Mitchell, du coup, et Jamal Murray. Voilà, c'est vrai que si quand même Mitchell passe dans take over the game, comme on dit,
à un certain moment, ça peut te poser préjudice en l'état actuel des Nuggets si t'as pas le retour, notamment de ton guard en chef, quoi. Moi, je vous avoue que j'ai une fatigue un peu mentale à parler de ce Jazz en playoff parce que j'ai l'impression Et de cette série-là. Et de cette série-là en particulier. Tu citais notre podcast sur sont-ils une équipe de saison régulière. J'ai pas fait ce jeu-là, mais je pense qu'on pourrait le réécouter et avoir quasiment les mêmes conclusions alors qu'on parle on l'a fait il y a plus d'un an maintenant, ou un an environ. Parce que l'équipe a peu changé aussi. C'est exactement. Et du coup, les mêmes problèmes se posent. Comment répondre à un 5 small ball, la capacité qu'ils ont à défendre sur, tu l'as dit, un Murray qui pourrait leur poser problème. Les ajouts. Alors moi, je fais des cauchemars sur Nickeil Alexander-Walker en playoff. C'est ça de faire des podcasts sur les Pelicans. C'est ça aussi de regarder les Pelicans en début de saison. Enfin, je veux dire, je trouve que le Jazz, et puis c'est beaucoup noté, je regarde pas assez le Jazz, mais par les suiveurs du Jazz, cette équipe, je pense au match récent contre les Lakers, a une capacité à balancer des matchs et à avoir des problèmes de focus. Et alors ça, je pense qu'ils ont l'expérience, ils ont les campagnes de playoff pour pas refaire ça en playoff, mais ça fait quand même très peur de voir que une équipe qui quand même doit se baser sur le nombre, parfois à ces moments où ça, je veux dire, il déconnecte assez simplement. Je pense que le point que tu soulignes, qui est de toute façon, qui est la question du Jazz, c'est qu'effectivement, c'est ce modèle de construction, notamment autour de Rudy Gobert. C'est ça un peu qui définit la manière dont est construit le Jazz, avec Rudy Gobert en point d'ancrage, notamment défensif, et derrière autour notamment de Donovan Mitchell. Et ben c'est la même construction depuis le début. La question, c'est est-ce que tu peux aller au bout avec cette construction-là. Donc il y a des petits ajustements, voilà, à la marge. On en parle régulièrement. L'arrivée de Bogdanovic, là, le départ. Ingles. De Joe Ingles, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi Joe Ingles il me revient pas là aujourd'hui. J'ai plus envie de parler de Joe Ingles. Mais voilà, c'est des ajustements à la marge dans la construction générale de cet effectif et de la manière de jouer du Jazz. On est sur la même chose. Est-ce que ça peut te permettre de passer un step supplémentaire? On a envie de se poser la question à chaque fois et on a souvent envie de répondre non avec l'expérience au fur et à mesure, quoi. On aurait donc les Nuggets face aux Warriors. Allez, upset. Premier upset. Nuggets Warriors. Et les Warriors doivent pas kiffer en vrai, hein, parce que autant je prendre les Nuggets avec Jokic et peut-être dans un autre scénario, parce que l'avantage des Nuggets, enfin, c'est le double effet. Plus ils avancent, plus ça paraît possible de voir le retour d'un, voire des deux grands absents. On va donner Warriors quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de dos de Draymond Green et de Nikola Jokic? Ils vont pas se prendre un buzzer beater de Monte Morris à chaque fois, hein, les Warriors. Certes. Non, mais avantage Warriors, comme on l'a dit quand on l'a développé, les Warriors sont entre les deux. Alors par contre, Tom, t'avais dit que pour toi ils étaient quand même plus proches. Ben justement, t'avais cité de ces Nuggets. Peut-être il y a match. Bon, par rapport en tout cas, Ben, je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à comment on l'a mis. Ils ont quand même un avantage certain. Ils ont parlé de déficit. Je parlais de l'écart de talent sur les lignes arrières dans la série d'avant. Bon là, si t'as Jamal Murray qui revient, c'est bien. Mais à quel niveau il revient? Et là, le déficit, il est immense. J'aime beaucoup Donovan Mitchell, mais en plus, Curry Thompson, on est quand même on est le cran du dessus quand même. Compliqué. Conley Mitchell. C'est une équipe qui a quand même 3 All-Stars, hein. Ouais. Donc, c'est mon vieux Andrew. Oui, donc non, on devrait le donner aux Warriors. Après, je pense que ça ira plus loin que le 1-4 qu'on avait suggéré Suns Grizzlies. Ah oui, c'est probable que ce soit plus accroché. Ok. Eh ben, on se retrouve. Le bouquet final. La finale de conf. Suns Warriors 1-2. Peu de surprise. Pas surprenant vu qu'on les a tous mis 1-2. Et là, pas de surprise non plus. Vous allez tous me dire Suns. Moi, je vous avoue que le match-up Suns-Warriors, je trouve que les Warriors, il est tellement pas adapté pour eux, c'est affligeant. Franchement, non, je sais pas. Enfin, je pense que, les Warriors ont de quoi se défendre face à ces Suns-là, hein. Ils ont de quoi. On les a vus s'affronter plusieurs fois. Ils ont battu une fois les Suns. Les Suns les ont battus aussi. Donc, il y a de quoi. Il y a de la matière. Je pense que belle série. Et puis ils avaient pas Klay. Il y a Klay maintenant. Ça peut aussi faire, ça peut changer. Je pense que après pour moi les Suns sont grandissimes favoris sur une finale de conférence comme ça, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer les chances des Warriors et notamment avec Steph Curry aussi qui est un peu en délicatesse cette saison avec son shoot. Mais voilà, c'est plus aléatoire. C'est plutôt aléatoire et ça peut revenir à tout moment. Il faut voir parce que là
Là, on a les Warriors avec les deux shooters. On n'a pas les Warriors avec les deux shooters et Draymond. Ça, on l'a pas encore revu. On l'a vu juste au retour de Klay ou 3 secondes. Voilà, après il est sorti Draymond. Mais faut revoir en fait cette équipe des Warriors au complet. Et je pense que au complet, ils ont la profondeur qui est capable de gêner un petit peu les Suns en ayant en plus du coup le côté explosif d'un joueur comme Steph Curry. Après, il y a quand même des problématiques de taille. Je ne crois pas en Wiseman pour cette équipe-là. Kevon Looney, si t'es obligé de le faire jouer longtemps, enfin, faut pas se leurrer. En playoff, Draymond Green, il va jouer à peu près 35 minutes sur le poste. Il va jouer, 35 minutes, et sur les 35 minutes qu'il va jouer, peut-être 30 minutes au poste 5. Donc est-ce que tu intercales en forward, en fait? C'est plus ça. Faut lui donner les 500 parrainages à Tom, hein, parce qu'il arrive à nous défendre la théorie Warriors, alors qu'il va donner 4 Suns dans 3 minutes. C'est très très fort. Pour donner la parole à Adrien, moi j'ai juste peur. On a vu que là où Mikal Bridges, sur notre tour précédent fictif, ne peut pas vraiment défendre sur un Ja Morant, il a montré qu'il pouvait être une solution sur un Stephen Curry, qui pouvait défendre sur lui. Enfin, moi je trouve que la pléthore d'ailiers qu'ont les Suns leur poserait problème, et puis le match-up Ayton, ça poserait d'énormes soucis au niveau des Warriors par rapport à un Draymond Green qui, on l'a dit, a été blessé cette saison, de devoir se coltiner un Ayton qui peut, par séquence, il l'a montré pendant les derniers playoffs, jouer au poste ou en tout cas faire parler son physique. Je trouve que si la solution pour les Warriors c'est de se diriger vers un match d'attaque, je suis pas serein. J'entends, pour moi, le point central, il est sur ce que vous avez dit là, sur le poste de pivot, sur l'intérieur, parce que sur le reste, là où on en a parlé avec ces Suns qui n'ont pas ce fameux top 11 du DH20, mais qu'on pense notamment, alors déjà parce qu'ils ont 2 joueurs quand même qui sont là-dedans, et aussi par le reste des role-players là qui gagnent en expérience, et donc l'écart de niveau justement entre les options 3 à 5 et c'est la même chose en face, et leur match-up respectif est assez importante. Je trouve que les Warriors ont quand même du répondant à ce niveau-là, comparé à d'autres équipes à l'Ouest, où les role-players sont quand même assez solides quand tu parles de Poole, de Porter, même de Gary Payton qui est quand même qui produit bien cette saison. Donc c'est pas aussi simple que ça. Sur les top joueurs, il y a effectivement cette histoire de il y a Curry, et la question, là où je rejoins totalement Tom, j'ai envie de faire un jeu de mots je vais pas citer de qui, mais c'est très très mauvais, de Klay Thompson et la clé. Voilà, c'est quel niveau tu as de Klay Thompson. C'est-à-dire, est-ce que tu as un Klay Thompson qui est capable de compenser justement, d'arriver à équilibrer ce match-up de stars entre guillemets, ou pas, pour compenser ça. L'avantage est clairement aux Suns parce qu'il y a plus de questions, vous l'avez dit, notamment au poste de pivot, mais aussi là pour moi sur les lignes arrière. Mais il existe un monde. Enfin, j'ai très envie de voir cette série, moi personnellement, et j'ai envie de voir tout le monde en santé. J'ai envie de voir ça, quoi. On risque de voir du très joli basket. On a 2 équipes qui sont collectives en plus, qui ont un collectif assez huilé où il y aura du mouvement de balle, etc. 2 équipes qui sont sereines aussi dans le clutch. Enfin bref, c'est une série de rêve, quoi. Après, ce qui peut faire aussi la différence, c'est que ce serait potentiellement la seule série où Chris Paul n'est pas l'avantage sur son poste, et du coup le joueur entre guillemets un peu métronome qui fait tout, au moment où il a plus le match-up favorable, qu'est-ce qui se passe pour le reste entre guillemets? C'est-à-dire que quand tu as énormément de talents dépendants, le meilleur moyen de les défendre, c'est de leur couper la source de balle. Donc qu'est-ce que les Warriors, voilà, et plus que Klay Thompson, c'est tout ce qu'ils peuvent envoyer pour gêner entre guillemlemets Chris Paul et empêcher Chris Paul de faire du Chris Paul, quoi. Et puis comme tu l'as dit, Ben, par rapport à Mikal Bridges, c'est plus facile pour lui entre guillemets de défendre. On l'a vu plus adapté pour défendre Steph Curry que Ja Morant, tout simplement parce que Steph Curry, c'est un meneur qui lâche beaucoup la balle comparé à Ja Morant, et du coup il est plus adapté sur tout ce qui est jeu loin du ballon, capable de le suivre, de le contester et tout ça. Et est-ce que du coup les Warriors ne vont pas être tentés de changer un peu la façon dont ils jouent et d'avoir un Steph Curry du coup beaucoup plus balle en main, beaucoup plus agressif, balle en main, en initiateur, voilà, en allant peut-être aller cibler Chris Paul pour le fatiguer ou des choses comme ça, parce que voilà, Chris Paul il est jamais à l'abri de quadri ou de trucs comme ça. C'est triste de dire ça, ouais. C'est vrai. C'est triste de dire ça. Et puis
est-ce que les Suns pourraient être la seule équipe avec les Pistons de 2004 et du coup les Raptors de Kawhi à pouvoir gagner le titre NBA sans avoir eu un MVP sur les 25 dernières années? Ça, c'est une très grande question. Sachant que Kawhi avait le niveau d'un MVP. Mais il n'avait pas été MVP de saison régulière. Il n'avait pas été la justesse de Tom. Dernière petite chose, on l'a vu en plus, ça. C'est-à-dire que les finales NBA, Jrue Holiday, on a vu l'impact qu'il avait sur un Chris Paul. Donc, on peut voir qu'effectivement, dérégler Chris Paul, ça peut être dérégler les Suns. Après, j'ai l'impression que pour un peu donner de la vie à ce match-up-là, on essaie de présenter les Warriors sous leur meilleur jour et quand même, on va la donner aux Suns. Ah oui, mais clairement. Non, mais c'est pour que les Warriors passent, il faut que les Warriors soient très proches de leur plafond. C'est évident par rapport. De toute façon, en l'état actuel des choses, les Suns sont meilleurs. Donc, si pour que les Warriors aient une chance, il faut qu'ils jouent leur meilleur basket. On leur souhaite évidemment, mais c'est sûr qu'en termes de pro bas, tu dois mettre de l'argent, mets-le plutôt du côté de Phoenix. Rappelons que les Suns avaient une cote à. Faut voir la cote aussi. 9 à l'intersaison, champion NBA. C'est incroyable. Combien? Ils étaient à 9. Fallait mettre des billets à ce moment-là. Certains l'ont fait. Alors du coup, on est d'accord pour attention à au jeu d'argent. Ne pariez surtout pas en fait, ça sert à rien. Surtout si vous avez vu. La preuve, on va se tromper. Vous allez voir. Rendez-vous à la fin de saison. Victoire du Jazz en finale NBA. Regardez ce très bon envoyé spécial sur les jeux d'argent. Du coup, parenthèse terminée. Suns en finale NBA de notre Power Ranking fiction. On prend pas de risque. Pas de risque. On vous avoue que niveau bain de sang, c'est la semaine prochaine. Vraiment, c'est la semaine prochaine où ça va être très compliqué. En tout cas, on va en terminer là-dessus. On a donc nos Suns qui iraient, pas nos Suns, mais les Suns qui iraient donc en finale NBA et qui, vous l'avez compris sur notre heure et quart de podcast maintenant, s'affichent quand même comme des grandissimes favoris à l'Ouest. Ils ont tout, ils ont l'expérience, on peut plus leur faire le procès en jeunesse. Ils roulent sur la saison régulière. Enfin, ils sont très 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 forts. Ils ont de la profondeur. Enfin bref, c'est un peu ce qu'on rêve pour un candidat et un favori, on peut le dire, pour le titre. Eh bien, messieurs, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, un dernier petit mot? Ouais, sur ce que tu viens de dire, juste que ça m'évoque là ce podcast, c'est que finalement, par rapport aux années précédentes, c'est assez intéressant de voir que l'Ouest est moins, enfin le haut de l'Ouest pendant longtemps on se posait la question, il était très incertain. Là cette année, alors aussi dû à des blessures qu'on a évoquées. Mais peut-être que pour une fois, il est moins incertain que celui de l'autre côté, où il y a beaucoup plus de variables et on pourra en parler la semaine prochaine. L'homogénéité n'est pas tout le temps synonyme de qualité. Ça, c'est vrai. Ils ont un meilleur bilan l'Ouest contre l'Est cette année, mais c'est juste parce qu'ils ont un meilleur niveau moyen. C'est-à-dire que tu fais un duel 6 versus 6, les 6 meilleurs contre les 6 meilleurs, l'Est est meilleur cette année. Il n'y a pas trop de débat, je pense. Très bien. Eh bien, du coup, les gars, merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux où vous pouvez suivre le très bon travail de notre équipe avec Gabin et Antoine. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de l'Est. Je l'ai annoncé, ça va être très compliqué, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming pour pouvoir écouter ce podcast également sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à propos justement de l'Est. Qui mettra-t-on en finale NBA et qui surtout remportera ce titre NBA qui n'a aucune valeur de Dunk Hebdo. On se retrouve très vite. Salut. Salut. Merci Ben, salut.